Bienvenue à l'Arcano Podcast où on parle d'ingénierie. Aujourd'hui, on est avec Jean-Raphaël, directeur du département Plein de Vie. Salut Jean-Raphaël. Salut, merci de ton accueil, puis je suis bien content d'être là. Donc là, aujourd'hui, on parle de Plein de Vie. Plein de Vie, je trouve que c'est le département qui est le plus connu. Là. Tout le monde a déjà entendu parler de ça. Mais je suis pas sûre que tout le monde sait vraiment c'est quoi pour de vrai. En réalité, Plein de Vie, c'est l'implantation d'une idée. À la base de l'implantation d'une idée, un client, qu'est-ce qu'il souhaite réaliser en fait, c'est la concrétisation sur papier de ses idées et la mise en commun aussi avec tous les codes et normes sur le marché. Donc c'est les idées du client croisées avec les normes d'aujourd'hui sur un graphique, un plan et en instruction de construction finalement. Ok, fait que le plan, ça va être comme visuel, puis le devis, ça va plus être les instructions. C'est ça. Souvent, je fais le parallèle pour le commun des mortels. Le devis, ça va être comme les ingrédients. Les ingrédients, puis qu'est-ce que tu as besoin d'acheter pour faire une recette, mais la recette, puis comment le faire, ben ça, c'est le plan. Puis toi, si tu fais une recette, puis moi, si je la fais, c'est sûr qu'ils ne coûteront pas pareil. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent faire le même plan, même avec les mêmes besoins, puis les mêmes clients. Ah, c'est bon, ouais. C'est une bonne analogie, j'aime ça. Puis, mettons, quelqu'un qui travaille en plein de vie, ça va ressembler à quoi son quotidien? Parce que j'ai l'impression que ça, comme tu dis, ça peut être tellement différent d'une personne à l'autre. Oui, ben en fait, quelqu'un en plan de vie, c'est sûr que ça dépend de son rôle, mais en réalité, il va avoir beaucoup d'interactions avec plein d'intervenants, donc intervenants autant externes qu'internes. On va avoir des relations avec plein d'architectes, d'autres ingénieurs dans d'autres firmes. Ouais. Puis autant à l'interne aussi pour de la coordination interdisciplinaire. On travaille avec des dessinateurs, avec des concepteurs ou techniciens. Puis à l'externe, c'est ça, on a nos clients. Fait qu'il y a un projet, il peut y avoir on peut être des petits groupes jusqu'à des dizaines et des dizaines de personnes autour d'un projet, donc il y a beaucoup de communication qui se promène. Le quotidien, c'est oui, il y a de l'ingénierie, il y a beaucoup de calculs, mais c'est énormément de communication. C'est un gros casse-tête de communication souvent. Là, arriver à tout le monde à se comprendre ce que tout le monde fait, surtout au début, d'un gros projet plutôt. Parce que chaque élément que tu vas mettre en place sur tes plans va avoir un impact sur quelqu'un d'autre. C'est vrai, quand on parle d'ingénieur, on s'imagine quelqu'un qui est dans sa tête, qui fait ses calculs et tout, mais en vrai, la communication, c'est comme. Tu sais, c'est combien de pourcents dans sa semaine? Ben, ça dépend, tu sais, quand tu commences, au début, c'est plus technicien, on va dire, ou ingénieur junior, CPI. Ouais. Tu vas être plus comme en arrière, puis tu vas être moins confronté aux clients parce que tu as besoin justement d'apprendre la technique, tout ça. Plus tu vas évoluer, plus tu vas aller dans les communications, puis devant les clients, devant les architectes. Le pourcentage au début, c'est sûr qu'il est plus élevé au niveau du technique. Puis à la base, c'est ce qu'on aime tout faire, la technique, mais reste que la communication, on le développe avec les années, avec les clients, parce qu'on a vécu toute la partie ingénierie. Donc, moi, dans mon quotidien, c'est rendu quasiment 80% de mon temps. Ouais, c'est ça. Tu t'ennuies-tu de faire c'est sûr. C'est sûr que je m'ennuie de ça, puis quand je retourne dedans, c'est toujours le fun. Je participe à plusieurs projets, à tous les niveaux, mais reste que la majorité des gens vont passer autour de 50% de leur temps, là, en réalité, là, entre des réunions, puis des calculs, puis de la technique. C'est sûr que des modélisateurs ou dessinateurs, c'est 100% de leur temps sur du technique. Oui, c'est ça. Puis là, mettons la même personne qui va faire toutes les lettres du CVCA, le fameux chauffage, ventilation, climatisation, air neuf. Ouais. Puis ensuite de ça, tu as aussi, en plein de vie, vous avez un département électricité, puis vous avez un département plomberie. Fait que déjà là, tu as comme au moins 3 départements qui sont touchés pour un même projet. Exact. Puis je rajouterais protection incendie. Protection incendie aussi, c'est vrai. Nous, on a décidé de rester dans ce domaine-là, de ne pas aller au-delà de ces disciplines-là parce que on voulait participer à la décarbonation. Avant même de faire de la fusion avec Econovia, c'était une mission à nous, de vraiment focuser là-dessus puis pousser sur la décarbonation, aller chercher des projets à valeur ajoutée aussi pour les clients. C'était des valeurs, nous autres, qui étaient personnelles, mais aussi qu'on voulait pousser dans l'entreprise. Oui, c'est ça, parce que tu parles de fusion, parce qu'avant, vous étiez comme juste IME qui faisait des plans de vie. Mais comme tu dis, vous aviez déjà l'ambition de faire de l'efficacité énergétique. C'est pour ça que ça allait de soi de comme fusionner avec Econovia. Sûrement que vous avez de plus en plus des plans de vie qui viennent de nos projets d'efficacité énergétique. Oui, exact. C'est ça, on voit, ça commence, ça fait pas longtemps. C'est sûr qu'on roule encore sur plusieurs projets qui avaient débuté avant.
de plus en plus, on voit des audits qui viennent se concrétiser, des audits énergétiques qui viennent se concrétiser chez nous. Puis ça, c'est le fun, tu sais, on voit qu'ils commencent à avoir nos coups qui tournent. Puis c'est un peu ce qu'on veut amener, c'est faire des projets qui ont été vraiment réfléchis avant même d'aboutir en plan. Les projets qui sont les moins intéressants, c'est souvent ceux qui sont pas réfléchis avant, qui sont plutôt précipités et puis sans trop réfléchir à l'impact du projet. Mais quand il n'y a pas un audit avant, est-ce que vous réfléchissez ou c'est vraiment, vous n'avez pas le choix de suivre le mandat du client, vous n'avez pas le temps de... On n'a pas le temps vraiment. Dans le passé, c'était souvent le cas, c'est de moins en moins le cas, je dirais. De plus en plus, les clients réfléchissent à leur projet, puis avant, l'efficacité énergétique, c'était un peu un nice to have, pas vraiment un besoin criant. Là, ça s'en vient de plus en plus un besoin des investisseurs. J'ai l'impression que les gens commencent à comprendre la valeur ajoutée à long terme. T'sais, quand tu fais un bâtiment, il est là pour longtemps. C'est que maintenant, les gens, je pense pas qu'ils le font plus par bon cœur, plus qu'ils voient que c'est rentable au niveau de l'argent. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours une volonté au début d'un projet, une grande volonté, puis mais reste qu'à un moment donné, il y a la partie économique qui vient se joindre à cette volonté-là, puis tout le monde travaille à ce que ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a certains éléments qui sont toujours mis de côté. Puis c'est normal, mais c'est toujours. Je pense que c'est bien d'avoir une grande vision sur un projet, puis après ça, au moins garder certains éléments qui ont fait que le projet est quand même novateur. C'est ça. Puis moi qui travaille dans le département d'audit, je trouve ça vraiment le fun que maintenant mes projets, mettons, je vois la suite, ça reste dans la connerie. Ben, c'est sûr que c'est intéressant justement parce qu'ils sont déjà réfléchis à la base, puis là, tu vois, on commence à s'intégrer entre nos services, on se fait déjà être approché par des gens d'audit pour valider aussi des choses par rapport à des hypothèses. Parce qu'on nous dit c'est des idées souvent, puis des idées plus que. Puis nous, on regarde comment cette idée-là peut être concrétisée. Vous ne faites pas de structure, quand tu disais tantôt, là, on est focusé sur ça, il n'y a pas de structure. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de structure. C'est sûr que dans les projets, on travaille avec plein de partenaires dans d'autres firmes, dans la structure. Reste que c'est un milieu différent, c'est pas les mêmes approches. Donc, nous, on ne s'est pas lancé dans ça. Puis, dans les projets d'efficacité énergétique, souvent, on va être dans les bâtiments existants. Pas toujours besoin d'un ingénieur en structure, souvent besoin d'un architecte, par contre, pour intégrer des équipements, faire des salles mécaniques, ces choses-là. En structure, c'est moins récurrent, plus récurrent dans les bâtiments neufs. C'est vrai. Fait que là, on a parlé que vous faites CVCA, électricité, plomberie, protection incendie, travail d'autres firmes pour la structure, l'architecture, les clients. Ça fait vraiment beaucoup d'intervenants. Qu'est-ce que vous faites pour être sûr que justement la communication soit harmonieuse à travers tout ça? Bien, en réalité, la clé, honnêtement, c'est la communication. Aujourd'hui, on a tendance à aller vers des outils technologiques, ce qui est normal. Mais reste que la communication, c'est la clé parce qu'il n'y a pas tout dans les données ou les plans. Honnêtement, le contact humain et les discussions ouvertes, verbales, c'est la première. Moi, je vais toujours répéter ça, surtout aux nouvelles générations qui sont nées avec la technologie, d'appeler le monde et leur parler parce que t'en ressors beaucoup plus d'une discussion que d'un courriel ou d'un échange de fichiers. Il n'y a pas tout là-dedans. Je parlais avec Simon dernièrement, puis c'était comme le clash de, mettons, moi, depuis que je travaille, il y a eu la COVID. Je ne vais jamais voir les clients dans leur bureau. Puis avant, vous alliez toujours voir les clients dans le bureau. C'est tout le temps par Teams. J'espère que ça va revenir parce que honnêtement, ça apporte une proximité. Aussi, tu sais, une fidélisation du client vers la firme ou la firme vers son client, plus que à travers le web. Fait que ça, on encourage ça. C'est sûr qu'on espère le ramener suite à la COVID. On a vu un changement, c'est certain. Avant, on avait beaucoup moins de rencontres, mais il était honnêtement plus efficace parce que le monde n'était pas là pour une raison. Il s'était déplacé, il voulait la rendre efficace. C'est ça, tu penses qu'on sauve du temps à éviter le déplacement, mais en même temps, à cause du déplacement, ça faisait en sorte que les gens étaient peut-être plus préparés. Plus préparés, ils étaient focusés sur les rencontres tout le long, ce qu'on voit moins aujourd'hui, malheureusement. Donc, tu sais, moi, c'est ça, je préconise la communication ouverte, puis verbale. C'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être écrites, là. Puis après, on a les outils d'intégration. C'est ça comme Vivid, BIM, est-ce que vous utilisez ça? En fait, c'est ça. En réalité, on utilise à peu près toutes les plateformes sur le marché là, pour le dessin ou la modélisation de nos plans.
c'est encore en évolution, le marché est encore en évolution, ça va toujours l'être, mais reste qu'il n'y a pas d'uniformisation du marché encore. Chacun fait un petit peu les choses à sa manière. Puis, mais il y a quand même, la majorité des gens sont rendus sur Revit. Revit étant un outil de fabrication de plans, mais avec un élément plus 3D, puis un élément d'information sur les éléments qu'on met dans la maquette. Donc, il est comme interdisciplinaire. Oui, c'est interdisciplinaire. On intègre les maquettes l'une dans l'autre pour voir tous les conflits potentiels. Puis l'autre élément, c'est que c'est une base de données. En réalité, Revit, c'est une base de données qui est dans la maquette. Donc, chaque élément qui va être dans la maquette va avoir des propriétés techniques. Comme exemple, une lumière va avoir sa puissance électrique, sa tension, ses lumens, combien qui dégage l'éclairage. Il peut y avoir beaucoup d'informations dans une maquette. Le marché a tendance à aller vers là, mais c'est en évolution. Puis ça ne remplace pas la communication parce que ça veut dire qu'il y a un conflit là. Mais après ça, il faut que tu parles avec la discipline avec laquelle il y a le conflit, qui change quoi, ça n'arrête pas tout. Au départ du Revit, quand on a commencé, nous, vers 2015-16, mais en réalité, le monde, il y avait une belle théorie autour de ça, mais il manquait le côté expérience puis de la coordination qui était moins là. Donc, ce qui faisait que les gens, les coordonnateurs BIM à cette époque-là, ils généraient beaucoup de rapports de conflits, puis ils envoyaient ça à tout le monde, mais les gens ne se parlaient pas vraiment. Ça faisait que, en réalité, les conflits ne se réglaient pas parce que les gens ne comprenaient pas exactement sur quoi il fallait qu'ils focus. En réalité, parce qu'il peut y avoir énormément de conflits dans un projet, tout au début, là, quand tout le monde se place. Oui, c'est ça, c'est un bon nice to have en voie de développement, puis ça ne remplace pas la communication en gros. Non, jamais, parce qu'il n'y a pas l'intention, le pourquoi de quelque chose a été fait d'une manière, il n'est pas dans une maquette, pourquoi l'architecte a fait quelque chose d'une manière. S'il s'est trompé ou si c'est voulu. Il y a une raison, c'est sûr. C'est ça, les deux vont ensemble. OK. Puis sinon, c'est ça, vous êtes comme le pôle plan et de vie, puis il y a comme le pôle efficacité énergétique. En plan et de vie, est-ce qu'il y a toujours l'efficacité énergétique? Est-ce que tu en vois de plus en plus? Comment comme ça s'intègre à ce département-là? L'efficacité énergétique, en réalité, c'est de la réduction énergétique. Nous, on a toujours visé à quand même pousser au-delà du code ou des minimums du marché. C'est sûr que les clients vont toujours nous demander d'être le plus économique possible, de rester au minimum de ce qui est demandé par les normes, mais presque notre mission à la base, c'était d'influencer notre écosystème et de pousser à faire mieux toujours. Oui, puis ça devait être plus dur avant parce que vous calculez juste le coût d'implantation. Tandis que, mettons, avec les autres départements, mais nous, on regarde le coût d'implantation à travers le temps. On dit, OK, mais ta facture va diminuer de temps. Après 3 ans, c'est rentabilisé puis c'est de l'argent dans tes poches. Mais en plein de vie, il y a juste le coût d'implantation. Il y a juste comme, ah merde, c'est plus cher, tu sais, en efficacité énergétique. Il manque la personne qui dit non, c'est pas plus cher à long terme. C'est ça. Donc, oui, beaucoup de monde pense à un instantané. C'est sûr qu'on faisait des fois des calculs sur le long terme, mais reste qu'on ne fait pas autant de calculs ou de simulations qu'on peut faire dans le pôle d'efficacité énergétique. C'est ce qui vient bien compléter le tout. Comme je disais à la blague l'autre jour avec Simon, nous on pense en kilowatt, d'autres pensent en kilowattheure. C'est comme deux langages, mais qui se complètent d'une manière. C'est pourquoi on a décidé de fusionner avec Econova pour pouvoir justement embarquer dans ces projets-là. Puis, c'est sûr que techniquement, ces projets-là sont plus. Oui, c'est ça que j'allais dire. Comme après ça, vous avez des projets qui sont plus fun, puis ils sont plus challengeants. Comme ça ressemble à quoi l'impact en plein de vie? En plein de vie, en réalité, c'est que ça peut bousculer certaines personnes parce qu'ils ont des habitudes sur certains concepts qu'ils sont habitués de faire. Mais reste que c'est challengeant, puis c'est motivant de faire autre chose, puis voir d'autres technologies arriver, d'autres technologies de chauffage, de refroidissement, de se pousser à faire plus des projets innovants. Je pense que si on faisait la même chose tout le temps, toute notre vie, on pourrait être porté à stagner dans notre carrière. Donc ça vient tout ensemble. Ça peut venir motiver nos troupes. Puis on parle beaucoup de chauffage, de ventilation, refroidissement, mais il y a aussi le département d'électricité. Puis ça doit quand même jouer un rôle important parce qu'on se dit, il n'y a peut-être pas d'efficacité à faire en électricité, mais en vrai, on essaie d'électrifier nos bâtiments pour les décarboner. Fait qu'eux ont quand même un gros rôle là-dedans, d'être comme, OK, as-tu la capacité d'électrifier ton bâtiment? Exact. On parle d'électrifier des bâtiments, c'est certain, dans la décarbonation, mais on parle aussi d'électrifier aussi des transports. On est dans l'électricité des transports.
au niveau des municipalités. On voit les autobus. Vous avez fait un beau projet, je pense, à Sherbrooke dernièrement. Oui, le département électrique ont fait une station de recharge d'autobus scolaires. Dans les bâtiments, ils ont aussi l'installation de bornes de recharge électrique. C'est des solutions qui sont en développement dans le marché. Puis les codes, ils essaient de se mettre à jour avec le marché. Tout ça, c'est comme un gros tricot, là, parce que tu as plein d'intervenants dans le marché, puis il faut que ça bouge vite, ça bouge très vite, l'électricité. Donc, c'est sûr qu'ils ont un gros rôle à jouer, puis sont très sollicités. Il reste que notre marché premier, c'est le bâtiment. C'est ça, c'est le seul département qui fait un peu ces petits projets à part de temps en temps en transport. Tout le reste, on fait juste du bâtiment. Surtout en électricité, il pourrait être beaucoup plus occupé que ça si on prenait des mandats hors bâtiment. C'est ça, c'est le département qui s'en vient de plus en plus sollicité. C'est le département où tu vois que la croissance, la demande est la plus grande. Oui, parce que dans tous les bâtiments, il peut ne pas avoir de mécanique, mais il peut avoir de l'électricité. Mais juste la mécanique sans l'électricité, c'est dur à faire fonctionner. C'est ça. Un autre département qu'on n'a pas beaucoup parlé, là, mais qui ferait partie du pôle Plein de Vie, c'est la surveillance de chantier. Est-ce que c'est la même équipe que Plein de Vie qui va faire la surveillance de chantier ou c'est une équipe séparée? En réalité, c'est essentiellement la même équipe présentement. Il y a certains employés qui sont presque 100% attitrés à la surveillance. En réalité, c'est toujours plus facile quand le concepteur surveille son projet, parce qu'il connaît l'historique, il connaît le client, puis il connaît aussi son concept. Oui, c'est sûr. Mais la réalité, c'est que les chantiers puis la conception, quand tu as un projet en conception puis un projet en chantier en même temps, ça peut être incompatible à certains moments où est-ce que tu reçois beaucoup de questions des chantiers, tu reçois beaucoup de documents à valider, tout ça. Puis ça peut venir en contradiction dans ton travail de conception sur un autre projet. C'est ça, parce que jamais un projet, tu as souvent plusieurs projets en même temps. Une fois qu'il est fini, tu n'es pas rendu à faire la surveillance de chantier, tu as d'autres projets. Exact, tu as toujours plusieurs projets en même temps. Donc, faut que tu jongles avec tout ça, avec tes projets en conception, puis les gens qui attendent après toi sur un chantier avec les tuyaux dans les mains, puis faut que tu répondes aux questions assez rapidement. Tout gérer ça. Puis tu disais, il faut qu'ils répondent au courriel, il faut qu'ils regardent. Fait que c'est surveillance de chantier, on dirait que tu es juste sur le chantier en tout temps en train de regarder les gens, mais c'est pas vraiment ça. Il y a plus que ça. Tu n'es pas nécessairement tout le temps sur le chantier. Non, exact. Les tâches principales sont la validation des équipements, de tous les accessoires qui peuvent être installés en mécanique et en électricité. La validation que ça respecte le concept initial, que ça ne va pas causer d'ennui en chantier. C'est une validation qu'on fait. Le reste que les entrepreneurs sont responsables de ce qu'ils achètent et ce qu'ils installent, mais nous autres, c'est juste une vérification générique des éléments importants pour que le concept soit maintenu. Parce que j'ai rencontré un agent de mise en service aussi. Puis tu sais, ça ressemble. Il me dit qu'il va vérifier que tout fonctionne comme prévu, avec l'efficacité prévue. Fait que c'est quoi la différence, tu dirais, entre surveillance de chantier et agent de mise en service? L'agent de mise en service, il va s'assurer que les choses s'intègrent bien ensemble. Entre les disciplines d'électromécanique. La coordination se fasse aussi entre les entrepreneurs sur le chantier pour la mise en marche des équipements, pour s'assurer que ça fonctionne bien, parce que sur un équipement mécanique ou sur un réseau, il y a plusieurs intervenants. Donc, chacun a son petit bout de casse-tête, mais reste qu'à la fin, ça prend quelqu'un qui gère la coordination, tout ça. Puis en réalité, surveillance, chaque personne va valider son équipement. OK, est-ce que j'ai les bons équipements avec les bonnes puissances, les bonnes capacités? C'est ça. Fait que c'est comme le surveillant de chantier, il regarde c'est le bon équipement, puis tout le monde regarde c'est mon bon équipement. Puis là, l'agent de mise en service, il va regarder, OK, tous ces équipements-là fonctionnent bien ensemble. Exact. Puis, en réalité, en surveillance, on va valider beaucoup plus que juste les équipements. On va valider aussi les matériaux utilisés. Ça va jusqu'au type de tuyau utilisé. Si tu es approprié pour le bâtiment ou si tu selon nos spécifications. Donc, on y va beaucoup plus en détail, mais sur des petits éléments. Dans l'agent de mise en service, il regarde plus l'ensemble de l'œuvre. Puis, un agent de mise en service, c'est comme c'est pas obligatoire. C'est obligatoire quand tu as un projet libre. Sinon, c'est vraiment pertinent, mais c'est pas obligatoire. Est-ce que surveillance de chantier, c'est obligatoire? Ça ne l'est pas encore obligatoire. Il y a des projets de loi en cours sur la surveillance de chantier.
On devrait voir une concrétisation de ces lois et règlements-là arriver sous peu. Reste que dans la majorité des cas, on a une surveillance de chantier partielle. Une surveillance de chantier complète, ça arrive presque jamais. Surveillance de chantier partiel, c'est-à-dire qu'on n'est pas au chantier tout le temps, on est au chantier ponctuellement. Puis on va valider sommairement les travaux dans une visite. Ça va dépendre de la récurrence selon le mandat, mais la récurrence, ça varie. Fait que ça a des points clés dans le projet. On va aller sur place pour valider des choses. Je pensais que c'était obligatoire selon comme certains projets ou certaines municipalités à certains moments. Mais c'est jamais obligatoire. C'est jamais obligatoire, mais c'est demandé. En général, c'est demandé. Il y a un minimum là, que les gens aiment avoir une sécurité. Ça dépend des clients. C'est sûr que dans le public, il y en a toujours. Dans le privé, il y en a souvent aussi, mais parce que c'est peut-être moins ambitieux comme mandat là, en surveillance. Ça dépend vraiment des projets. Puis sinon, le fait que vous avez fusionné avec Aconavia aussi, ben là, vous avez accès à un département de stimulation énergétique. Est-ce que vous l'utilisez en plein délit ou pas encore? Au lieu de faire un calcul de charge, vous allez utiliser la modélisation? Mais en réalité, on faisait un peu de simulation avant de fusionner avec Aconavia. Donc, on avait commencé un cheminement pour intégrer les simulations de calcul de charge, de chauffage et d'air climatisé. Puis, en réalité, on les a intégrés dernièrement. Quand il y a des simulations sur des projets, oui, les gens en place de vie profitent de la simulation pour ressortir leur calcul de charge, puis avoir une intégration des services, puis optimiser aussi les coûts globaux du projet pour les clients. C'est un peu l'objectif, on veut optimiser toujours pour être le plus compétitif possible. Qu'est-ce que la simulation apporte qui permet d'optimiser les coûts? Optimiser les coûts, c'est surtout les coûts des honoraires professionnels finalement. Donc, le temps est réduit de passer sur le projet. Donc, on vient combiner ces services-là pour réduire les coûts. Comme à chaque fois qu'il y a deux départements qui continuent le projet, j'imagine les honoraires sont réduits. Ça doit être la même chose quand il y a un audit qui est déjà fait puis arrive en plein débit. Ça vous permet de réduire les honoraires. C'est un peu l'objectif. Une autre intégration qu'on est en train de développer, c'est la surveillance avec la mise en service. On vient de parler. C'est ça, on intègre ça. Quand il y a les deux ensemble, c'est sûr qu'on peut faire, il y a des tâches qui se mélangent pas, mais il y a des tâches qui sont très similaires, qui peuvent être réduites là, en temps, plutôt qu'avoir deux firmes qui ont deux mandats séparés. Donc c'est un peu l'objectif, donner plus de services pour un moindre coût aux clients. Quand ça reste dans la même firme, c'est que tu as déjà des gens qui connaissent le projet. Puis honnêtement, juste ça doit sauver tellement de temps. Exact. L'historique de projet est très important. Quand on recevait des audits de clients qui voulaient mettre en place des mesures d'efficacité énergétique, les audits, les rapports, ça ne dit pas tout. Ça ne dit pas tout l'historique des discussions qu'il y a eu. C'est ce qui pourrait venir aider justement dans une démarche d'un client. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que toi t'as attiré vers cette carrière-là de devenir un ingénieur? Personnellement, j'étais attiré beaucoup vers la construction à la base. Puis je cherchais un programme, j'étais très technique. J'aimais ça aussi, savoir comment les choses étaient faites, comment ils étaient construits, comment ils fonctionnaient. Après réflexion, je suis tombé sur Building Engineering à Concordia. C'était le seul programme en génie du bâtiment qui existait. Ça m'a vraiment intéressé parce que c'était très large. C'est le même programme que génie bâtiment à Sherbrooke. Puis c'était très large, ça touchait tous les aspects du bâtiment, donc c'est ce que je trouvais intéressant, il y avait une variété. Puis là maintenant que ça fait quand même quelques années que tu es rendu directeur, si tu parlerais à un étudiant, c'est quoi que tu lui dirais, mettons, ton meilleur conseil ou les meilleures compétences là, qui seraient importantes pour lui à avoir? Selon moi, le meilleur conseil ou compétence à développer à la source, c'est la curiosité. D'être curieux puis de s'intéresser aux différents systèmes dans n'importe quel domaine. En réalité, le plus tu es curieux, le plus tu vas en apprendre, tu vas te développer. C'est ça, je pense que tu peux être un meilleur ingénieur mécanique quand tu comprends la réalité, au moins un petit peu des autres personnes qui sont dans le projet. Exact. Puis tu comprends aussi en t'intéressant à comment les choses sont faites, parce que c'est très important en ingénierie, on est souvent dans notre bureau, dans notre ordinateur. C'est pas nous qui installons les choses, donc on ne sait pas nécessairement comme les étapes pour se rendre à ce qu'un conduit soit installé. On le voit sur un plan, mais il y a des étapes
Je suis d'accord parce que, tu sais, maintenant à Sherbrooke, on a des stages. Là. On se faisait beaucoup conseiller de comme pas juste prendre directement le stage qui t'intéresse le plus puis faire tes 5 stages dans le même domaine. Fait que, tu sais, mettons, d'aller faire un stage en gestion de chantier, un stage en plein de vie, puis après un stage en efficacité énergétique. Tu sais, moi, j'ai attendu avant de le faire, j'avais hâte de le faire, mais j'ai attendu, j'allais sur un chantier avant. En réalité, moi, c'est pareil, les stagiaires qui viennent chez nous, je leur dis, mais allez voir autre chose parce que si vous revenez, vous allez être encore plus grand, plus développé, vous allez comprendre encore plus ce que vous concevez, vous allez avoir une vue d'ensemble. C'est ça. Ça peut paraître contre-intuitif de dire comme va-t'en ailleurs, mais tu te dis bon, si finalement il est mieux ailleurs, tant mieux pour lui. Exact. Mais s'il revient, là, tu sais que c'est vraiment ça qu'il veut faire, puis il revient avec plus de compétences. Ce qui est important, c'est que les gens soient sur leur X, soient vraiment dans ce qu'ils veulent faire, puis les gens qui sont avec nous, c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils en ont vu d'autres, ils ont vu d'autres choses, puis ils aiment ce qu'ils font. Puis sinon, à chaque jour, comme puis dans les années qui ont passé, c'est quoi que tu trouves qui est le plus gratifiant, là, que tu finis ta journée de travail et tu es comme content d'avoir effectué ça? Je pense que personnellement, puis je pense que je parle au nom d'un peu de tout le monde en place de vie, ce qui est gratifiant, c'est de voir ton projet se réaliser, ton projet être mis en marche, au niveau des systèmes, les systèmes mécaniques, c'est toujours un peu... il peut y avoir des petits accrochages très petits qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des équipements. C'est sûr que quand ça part du premier coup, que tout va bien, qu'il n'y a pas plein de confort, plein de fonctionnement, après un démarrage d'un bâtiment, c'est toujours gratifiant. Chaque bâtiment, c'est un prototype. Des gens pensent que des bâtiments, ça se copie d'une place à l'autre, mais non. Les bâtiments, ils ont tous un terrain spécifique, ils ont toute une équipe de conception spécifique, des clients spécifiques. Donc, jamais un bâtiment peut être copié d'une place à l'autre. Donc, chaque bâtiment, c'est un prototype. Donc, toute la conception, c'est une conception à zéro. On recommence tout le temps à zéro presque. C'est sûr que les principes sont les mêmes. Mais... Est-ce que, comme quand tu te promènes dans la ville, tu te dis ah, ça, c'est moi qui l'ai fait? Ça arrive. Ça arrive. C'est quand même pas avec ma famille. Des fois, c'est sûr qu'on en fait à travers la province, qu'on les voit pas toujours. C'est toujours le fun de croiser les projets, les anciens projets, de dire ah, ça, c'était mon premier projet. Puis sinon, comme personnellement, là, avec toute l'arrivée de la technologie, c'est vraiment comme un gros sujet en ce moment, surtout l'intelligence artificielle. Comment tu penses que ça va changer ton métier? C'est sûr que ça va pouvoir faciliter certains éléments du métier, mais reste que le métier d'ingénieur va toujours rester. Le métier d'ingénieur, c'est à la base, l'ingénieur, il y a un jugement à porter sur quelque chose, donc la technologie ne pourra pas remplacer ça parce qu'il va toujours avoir une validation à faire. Ça va faciliter certains éléments dans notre parcours ou dans notre conception. Vers où ça s'en va, je pense que ça s'en va vers une simplification de certaines étapes, mais pas nécessairement du processus complet. C'est assez complexe avec beaucoup de personnes. J'aime ça que tu dises que comme au final, il va falloir tout le temps qu'un humain porte son jugement. Puis vu que la communication est tellement importante, je pense pas qu'elle remplace la communication humaine. On est à l'abri de rien, mais tout à fait en contrôlant évidemment ce qu'on lui donne comme information. Puis ce qui en sort aussi, il faut le juger de ce qui en sort parce qu'on peut pas bêtement prendre ce qu'il nous donne comme information. C'est bien, fait que mon travail est safe, les étudiants ils vont. Tout le monde a de la place. Puis l'intelligence artificielle, c'est comme toute technologie, je pense, ça va accélérer des projets, puis on va juste finir par peut-être en faire plus dans une année. On va pas en faire moins puis pas travailler, on va juste en faire peut-être plus parce qu'il y a toujours une demande. Puis un autre enjeu qui est vraiment actuel, c'est les impacts environnementaux. Comment tu vois le futur de ton métier aussi avec tous ces enjeux environnementaux? Le futur du métier, c'est sûr que la source du métier va rester la même, mais c'est que la technologie de CVAC ou d'électricité va évoluer. C'est ce qui est excitant dans notre métier, en fait, c'est que ça évolue beaucoup. Puis il faut se maintenir à jour. Puis dans 10 ans, on n'aura pas peut-être les mêmes concepts que là 10 ans. Puis parce que la technologie va avoir évolué, les systèmes vont être plus efficaces. Puis les besoins vont changer aussi. Les besoins dans les bâtiments vont changer. Ils ont déjà changé avec la COVID, tout ça. Il y a comme une autre vision des bâtiments et comment ils sont utilisés. C'est pas déstabilisant dans le sens que c'est un métier qui est tout le temps en train d'évoluer. C'est juste que là, c'est ça qui le fait évoluer dernièrement. Autant pour les équipements installés, mais aussi, mettons,
sais, on entend parler de plus en plus que la météo va devenir de plus en plus extrême. Fait que est-ce que ça change votre calcul de charge? Est-ce que vous prenez ça un peu encore? C'est sûr qu'on se met des sécurités sur nos calculs. On ne peut pas prévoir nécessairement pour un changement climatique énorme. Ouais. À un moment donné, les équipements ne peuvent pas être trop gros non plus, sinon ils vont coûter très cher aujourd'hui pour les besoins. Mais reste que oui, il y a une certaine sécurité pour pallier aux différentes canicules qu'on peut vivre. Ouais, ça arrive qu'il y a des canicules qui ont dépassé les limites de nos calculs c'est ça. Dans les dernières années. C'est arrivé. C'est surtout en été, là, les problèmes, plus qu'en hiver. En hiver, moins de grand froid qu'avant. Donc, oui, on regarde ça, mais c'est sûr qu'on suit les normes, on suit les codes aussi, qui nous donnent des indications sur les données à utiliser. Mais reste qu'avec les simulations énergétiques, là, ça nous donne un meilleur profil et des systèmes plus optimisés dans le temps, parce que nous, en réalité, on regarde à un moment donné, à une température, la pire, ce serait quoi l'équipement que j'aurais besoin, mais en réalité, ça arrive peut-être 1 heure dans l'année, puis t'as peut-être pas besoin de ça. C'est ça, à quel point tu veux dépenser beaucoup d'argent pour cette heure-là, au cas de t'avoir un peu plus chaud à cette heure. Merci pour cet échange-là, c'était vraiment le fun. Si vous voulez en apprendre plus sur l'ingénierie, je vous invite à vous abonner pour suivre nos prochains Acono Podcasts.